Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que, Salut. juste pour commencer, est-ce que tu m'autorises à pouvoir filmer et diffuser notre entrevue? Bien sûr. Très bien, parfait. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nous, nous dire où tu travailles, où est-ce que tu as été formé initialement, probablement à l'université, puis les formations complémentaires que tu as eues? Alors aujourd'hui, je travaille au CHU de Lille, au Centre hospitalier universitaire de Lille, en consultation douleur et rhumatologie. Je travaille en clinique de la douleur depuis assez longtemps maintenant et au CHU depuis 6 ans, je crois. Ma formation universitaire, c'est un DES il y a longtemps, en psychologie clinique, psychopathologie et option gérontologie à l'université de Lyon 2, qui est une fac quand même très colorée de la psychanalyse. Mais tout au long de ma profession, de mon parcours professionnel clinique, en tout cas, j'ai bien sûr poursuivi les formations diplômantes ou non en psychopathologie parce que c'est d'abord ce qui m'intéresse et puis c'est quand même un peu mon cœur de métier. J'ai été en poste en psychiatrie, en CHU et puis en centre hospitalier régional non universitaire. Et puis j'ai finalement quitté la psychiatrie assez tôt parce que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'intrication psyché-soma et c'était d'aller voir du côté du somatique ce qui se passait sur le plan psychopathologique. Voilà, ce qui m'a amené dans des services de soins somatiques assez variés parce que la profession, c'est rare d'avoir un plein temps dans un service. Donc en général, on a des petits bouts à droite à gauche. Donc je suis allée en neurologie, en soins intensifs neurologiques, en cancéro, en hémato, en gastro, en pneumo, en gériatrie, en addictologie, en maternité et soins de réanimation de maternité, en soins palliatifs et puis en clinique de la douleur depuis maintenant un moment. J'ai aussi une activité libérale en France. J'ai aussi eu une activité libérale à l'étranger, très loin, dans un autre pays non francophone. Et ça, c'était vraiment une super expérience. D'accord. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais aujourd'hui à part travailler à l'hôpital, parce que finalement, c'est Tu accessoire enseignes, mon activité à l'hôpital. tu enseignes aussi également, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, j'enseigne à Paris 8 en M2 et puis à la Graduate School of Pain de neurosciences à Strasbourg en M1 et en M2. Ils ont un cursus psychologie of pain qui est assez intéressant. Et puis après, la formation continue universitaire où j'ai en charge le DU de psychologie, psychopathologie de la douleur à Lille. D'accord. Puis après, on intervient comme souvent en fait, par exemple au DU douleur de psychothérapie de Paris 5, au DU de psychomonco, douleur, psy et cancer à Lille, enfin des petits bouts, des trucs comme ça. Et puis, j'ai des activités de recherche parce que ça m'a passionnée en deuxième partie de carrière. Je trouve ça vraiment intéressant. La clinique, elle nous porte à aller vers la recherche parce qu'elle nous pose plein de questions. Rencontrer des patients, c'est aussi très questionnant sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai beaucoup axé mes travaux sur le dessin et la projection graphique en clinique adulte, sur la facticité et les troubles factices en psychopathologie, parce qu'on a une consultation dédiée au CHU de Lille, et puis en général sur la psychopathologie en médecine, les syndromes inexpliqués, les troubles fonctionnels, les somatisations, enfin tous ces trucs-là. D'accord. C'était peut-être une façon d'aller raccrocher quelques écrits, quelques théories psychiatriques, mais dans le champ somatique alors. Oui, C'est plus trop à la mode, ce genre d'éléments, les troubles factices. Et je me dis qu'avec la clinique de la douleur, peut-être que c'était une façon de raccrocher un peu les wagons aussi. en fait, la clinique de la douleur, c'est vraiment une clinique de la psychopathologie. C'est une psychopathologie extrêmement riche, extrêmement variée. C'est vraiment, je ne pourrais, on ne peut pas, à mon avis, bon, voilà, mais c'est un avis tout à fait personnel et ça n'engage que moi, bien sûr, faire de la clinique de la douleur sans faire de la psychopatho, c'est pas possible. D'accord. Ok. Ouais. Parce que Aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. je pense que certains font ça, alors c'est ça que tu veux dire, et que Ah tu oui, le je fasses pense que un peu c'est partout. pour ça, oui. Il y a un chat Sans, qui nous écoute, ouais. Ouais. Ça sans aucun l'intéresse. doute. Sans aucun doute. Bah oui, forcément, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant aussi cette production psychique autour de et c'est la problématique des factices, autour de s'auto-infliger une blessure
sans le dire, et aller porter une plainte de cette blessure à la médecine, pas au psy, hein, bien sûr, à la médecine seulement, en disant mais soignez-moi. Et bien sûr, le soin, ça n'est pas celui de la blessure, c'est bien autre chose dont il Oui, s'agit. Donc ça, c'est c'est intéressant. vraiment Parce hyper intéressant. Ouais. finalement, c'est une communication, c'est une souffrance, c'est une demande qui n'est pas habituelle. Et on pourrait se demander si c'est vrai ou si c'est faux, mais la question, elle n'est pas spécialement là. Donc, ouais, Bah, ouais, absolument. exactement. D'ailleurs, ça ne sert à rien de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas Ouais. la question, en fait. Hein. Ça pourrait être une question de la médecine aussi, peut-être plus facilement, d'une certaine manière. Parce que si ça rentre pas dans une nosographie médicale ou s'il n'y a pas de cause déterminée sur le plan organique, ça peut devenir compliqué peut-être. Bah oui, c'est pour ça qu'en fait, on a monté une consultation spéciale avec un médecin. Hein, on est deux sur cette consultation et donc on est assez identifiés maintenant et on nous envoie, en tout cas sur le registre qui est le nôtre, c'est-à-dire la rhumatologie, le musculaire, le tendineux, l'os. Voilà, les chirurgiens savent qu'on existe et nous orientent les patients pour lesquels ils se disent c'est quand même curieux. Voilà. J'ai une belle question pour toi qui pourrait intéresser, alors peut-être les autres, qui me vient comme ça. Je sais pas, je crois qu'elle est pertinente, mais c'est pas sûr. C'est pas n'importe quel médecin qui peut avoir envie de monter quelque chose comme ça avec un psy sur ces questions-là. C'est quoi sa particularité pour pouvoir être ouvert à ça? Je pose cette question parce que, comme tu sais, j'ai bossé un peu en douleur et que pour moi, il y a quand même différents types de profils de médecins et certains sont tout à fait ouverts à l'échange. Mais j'aurais pas pu monter ça avec n'importe qui en tout cas. Donc c'est quoi Non, ses qualités à ce monsieur? d'abord c'est une dame, donc on est un binôme féminin. C'est un médecin rhumatologue, médecin de la douleur, spécialiste du rachis, la spécialiste du rachis d'ailleurs dans le coin. Et c'est une fille formidable et qui fait de la douleur depuis 25 ans. Enfin, voilà, c'est une clinique qu'elle connaît très bien et qui te dit, moi, je ne sais pas travailler son psy en clinique de la douleur, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et D'accord. même en rhumato, elle se pose des questions qui vont bien au-delà de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, mais comme finalement tout professionnel qui est un peu poreux aux disciplines avec lesquelles elle travaille, elle a développé une écoute qui dépasse l'écoute de la médecine et elle entend et elle repère des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et quand elle me fait une orientation, voilà, j'ai déjà des idées c'est très très psychopathique déjà, il se passe déjà des choses, contrairement à d'autres où ils me disent ben, je ne comprends rien, est-ce que tu peux m'éclairer? Oui, toi et moi, je pense évidemment, on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là, mais pour ceux qui ne sont pas du tout du champ de la douleur, il faut aussi se dire que certains médecins de la douleur peuvent essayer de tout comprendre et tout endiguer à travers la médecine, à travers le médicament ou l'intervention chirurgicale. Parfois même, certains disent qu'ils ne comprennent pas, mais n'ont pas spécialement envie de bosser avec le psy. En tout cas, la personne dont tu parles, elle sait que la médecine est un champ qui a des limitations et qui cohabite avec d'autres composantes et qui en plus se permet de dire au psy, vas-y, parce que moi, je ne sais pas, et réfléchissons ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, en tout cas. Oui, tout à fait, tu as raison. En fait, elle a compris que le monde réel se doublait de symbolique. Voilà. Et qu'on ne peut pas travailler que dans le monde réel ou que sur un corps réel. Voilà, elle Ouais, a compris ça. ouais. Et ça, c'est déjà vraiment important. Mais en fait, je travaille dans une super équipe de rhumatologues. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Euh, mais tous n'ont pas cette écoute et tous n'ont pas cette demande vis-à-vis de moi. Même s'ils sont en capacité de faire des demandes, elles sont vraiment différentes d'un praticien à l'autre et puis d'une formation, enfin de cette porosité aux autres disciplines, qu'elle soit la psychologie ou autre chose d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ça ne pas que à la psychologie. Hein, voilà. Donc Ok. non, c'est vraiment intéressant de bosser avec des gens comme ça, vraiment. Bien. Non, c'est intéressant, ça me rappelle un article que tu connais, Quand les médecins de la douleur font de la psychologie, ça s'appelait. Ouais. Finalement, les médecins pouvaient par moment, pour certains, hein, mais le problème n'est pas les médecins. Un professionnel pouvait avoir la sensation d'être un peu multifonction, multitâche et pouvait assurer un peu tout. Donc Oui, mais ça, on rencontre beaucoup aussi. la collaboration se fait proprement là où tu es. Donc c'est parfait. C'est très. Ouais, ouais. Je voulais Et savoir.
Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, je voulais juste finir. Après, voilà, il y a des activités d'enseignement, des activités cliniques, des enseignements de recherche, mais il y a aussi des activités transversales. Ah, parce que Et, je me disais que tu avais peut-être des week-ends de libre. Excuse-moi. et elles me prennent quand même pas mal de temps. Je suis membre du comité éditorial d'une revue comité de lecture. Et Mhm. donc, ça prend un peu de temps quand même, hein. C'est quand même pas mal d'articles. Je suis membre d'une comité éditorial d'une autre revue, mais sans comité de lecture. D'une commission éthique, d'une commission nationale des psychologues en clinique de la douleur, d'un groupe de travail intersociété savante sur la fin de vie. J'ai fait la liste parce que je ne me rendais pas compte en fait au Oui, bout oui, d'un moment. mais cet exercice, il est utile aux gens qui font l'interview parce que certains me disent oula, je ne m'en rendais pas compte. Ouais. Des groupes de travail clinique à droite à gauche, un groupe de travail épistémologique et puis des groupes de travail de reco parce que je pense qu'aujourd'hui c'est mieux, notamment dans le soin somatique. En psychiatrie, c'est vraiment pas les mêmes questions et les mêmes positionnements, mais en soins somatiques, assez facilement, les psychologues sont remplacés par des échelles ou par des questionnaires. Et Ouais. donc, c'est assez intéressant quand même de se... Et de mémoire, je crois que alors comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est tarifé, je crois, la passation de certains questionnaires. Oui, tu as raison, c'est tarifé. Par les médecins, je crois qu'il y avait, c'était pas l'échelle d'Hamilton ou de Beck. Enfin, je me rappelle que quand j'y étais, une des médecins qui était chef de service faisait passer les questionnaires et c'était dans la cotation médicale. Mais en libéral aussi, hein, c'est la même cotation. Ouais. 60 € de mémoire. Mais là, c'est un travail de recommandation des bonnes pratiques. Donc, D'accord. voilà, on est un certain nombre à s'atteler à c'est un travail un peu fastidieux, pas toujours très intéressant, d'aller dire, finalement, c'est pas mal si les psychologues font des recos sur les parties psychologiques des soins somatiques. Tant Voilà. qu'à faire. Et puis, une dernière expérience, et celle-ci, elle me tient à cœur parce que je pense que notre classe, c'est aussi ça. J'ai eu la chance de pouvoir être administrateur d'une société savante médicale. J'ai même été secrétaire générale pendant 5 ans. Et les sociétés savantes médicales, hein, c'est la Société française de cardio. Bon, là, c'était la Société française de la douleur. Et donc, ça fait quoi? En général, ça promeut la recherche et l'enseignement, beaucoup la recherche. Ça organise des congrès, des colloques, des séminaires. Ça promet aussi des publications. Et les psys, à l'époque, moi, j'étais toute seule. Quand je suis partie, on était 2 dans ce conseil d'administration de 12 personnes. Et ben, on organise toutes les sessions psy du congrès de la douleur. C'est vraiment pas rien parce que ça donne une visibilité d'abord à la profession et puis ça donne une visibilité à la discipline. Et comment on s'empare, on traite les sujets du somatique et notamment de la douleur dans ce champ médical. Et je pense que c'est vraiment important. Et en plus, dans ce congrès, qui est quand même très pluridisciplinaire, médecins, infirmiers, psy, kiné, psychomote, enfin voilà, les sessions psy ont toujours énormément de succès. Ça montre combien il y a aussi un intérêt, une curiosité pour ce qui se passe du côté du psychisme du patient qui se plaint de douleur. Et je trouve ça vraiment fondamental. C'est doublement intéressant ces expériences-là parce qu'elles nous permettent de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement. C'est-à-dire d'avoir des réunions avec les institutions ministérielles, la DGOS, la Direction générale de l'offre des soins, la Direction générale des soins. Moi, je suis rencontré le conseiller spécial de l'Élysée à l'Élysée, du ministère de la Santé, de l'IGAS, fameux IGAS qui a fait son rapport en janvier-février, là, qui est sorti, qui nous nous en a parlera fait après. hurler. Voilà. Et ces réunions-là, elles nous permettent à la profession, en tout cas, il me semble, de saisir les enjeux politiques de santé, Ouais. les alliances, les positionnements de chacun, comment ça s'organise finalement et combien c'est compliqué de se faire entendre, quelle que soit la discipline, parce que c'est pas simple sur le plan médical non plus. Et quand je parlais, j'avais fini par parler toujours de ma mission à Paris, parce que c'était un peu compliqué de parler d'administrateur d'une société savante, machin. Mon entourage me disait toujours, mais c'est pas le travail d'un psy, ça, le psy est dans son bureau. Mais si, ça l'est aussi, et ça doit l'être aussi. C'est vraiment important parce que finalement, nos missions, elles ne se résument pas à notre poste.
On peut être investi dans des missions transversales engageantes, nationales, et surtout en partenariat avec d'autres disciplines. Si on ne fait pas des alliances avec d'autres Et le disciplines, réflexe, c'est de ne pas participer. Alors, c'est ça que ça voudrait dire. ben oui. Ne le représente pas, quoi. En fait, on fait partie du jeu, mais on n'en fait pas partie, quoi. Mais oui. Ouais. Mais finalement, quand on regarde bien, bon, mais j'anticipe un peu peut-être Ah bah une autre oui. question, mais quand on regarde bien avec qui ça se passe bien, c'est quand les gens nous connaissent. Ah bah oui, c'est ce que je dis toujours. On redirige, par exemple, des gens vers d'autres personnes qu'on connaît, pas sur des cartes de visite. On Donc, ça connaît, voilà, peut avoir exactement. On une adresse relation. ça aussi. On adresse à Maximilien Bachelard. Voilà, mais Voilà. c'est normal et c'est naturel hein, qu'on ne se mette pas à faire confiance simplement à un CV ou à un prénom écrit sur une feuille. C'est sûr, c'est évident. Donc, il faut créer une relation. Mais j'ai envie de dire comme en thérapie aussi, c'est la même chose. Les psys devraient savoir ça mieux que tout le monde, en fait. Bon, c'est envoyé. Comme ça, pour ceux, ceux qui n'ont pas envie d'échanger, moi, je leur ai donné mon point de vue. Mais attends, j'ai une petite question parce que je me dis que c'est bien de tomber sur des gens comme toi parce que déjà, ça va permettre à d'autres d'arrêter de dire je fais beaucoup de choses. Ça fait rééquilibrer l'échelle. Dis-moi, tu as été formé à des psychothérapies en particulier ou pas? Oui. Alors, Oula, la liste est longue, c'est ça? non, pas très. D'accord. Ben, oui, oui et non, parce que voilà, ça fait 30 ans que je suis psy, donc forcément, Ouais. j'ai continué à me former. Mais oui et non, c'est-à-dire quand je suis sortie de la fac, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais formée à la psychothérapie. Ça, c'est une question qui est venue après, en fait. Oui, puis il y C'est a que 30 ans, on se posait un peu moins la question parce qu'on était peut-être moins obsédé par l'efficacité, le traitement miracle et il n'y avait pas le titre de psychothérapeute et tout ça. ouais, ouais. Alors, comme moi, j'étais dans une fac très colorée de la psychanalyse En et que plus. quand même, c'est un référentiel qui m'intéresse, parce qu'il ne suffit pas d'y être. On adhère ou on n'adhère pas. Et moi, c'était vraiment ce qui correspondait à ma façon de penser. Donc, bah, c'est d'abord mes enseignants universitaires qui m'ont influencé. Et du coup, je suis allée de ce côté-là. Hein, et puis, parce que c'est l'approche globale du sujet centrée sur l'étude du fonctionnement psychique en lien avec son histoire infantile, familiale, ancienne et actuelle, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, Hmm. et les processus et le sens du symptôme. Qu'est-ce qui se passe dans Vous n'êtes pas l'économie des psychique? archéologues. Vous n'êtes pas des... Non, non, ben non, 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 ça, c'est pas intéressant. C'est l'actuel qui nous intéresse. Mais l'actuel, il n'existe pas sans l'histoire. Hmm. Voilà. Enfin, moi, je ne sais pas faire autrement. Hmm. Et puis après, ce sont les stages et les maîtres de stage qui, tu vois, qui m'ont orienté vers le travail de psychothérapie, parce que finalement, c'est là que tu le rencontres vraiment. Hmm. Et moi, j'ai eu de la chance finalement, hein, parce que c'était des modèles sympas. Ouais. Et puis surtout des appuis pour un travail psychothérapique futur. Et donc ça, c'est pas mal. Et puis après, j'ai suivi des séminaires de psychanalyse en parallèle d'un travail personnel. Ouais. J'ai été supervisée pendant plusieurs années. Et puis j'ai été aussi contrôlée sur 2 suivis particuliers pendant plusieurs années. Tu utilises le terme de contrôle, alors c'est intéressant, parce que tout le monde l'utilise pas, c'est le terme nord-américain. Ouais, ouais. Oui, alors je fais une petite différence. Peut-être elle est très personnelle. La supervision, c'est vraiment la question qu'on se pose à travers une situation clinique ou plusieurs situations cliniques. Et le contrôle, c'est vraiment ce travail. On parle du même patient toutes les semaines quand même. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure des séances et le travail, il est de psychothérapie, d'orientation analytique, il est vraiment nourri de cette réflexion hebdomadaire. Un approfondissement. Ah oui, vraiment. Et là, ça a vraiment formé mon écoute et mon travail psychothérapeutique. Vraiment. J'ai une question à te poser, peut-être pour te pousser à clarifier un truc. Si tu devais citer quelques auteurs de la psychanalyse qui t'ont le plus influencé, il y aurait qui? Parce que tout le monde ne fait pas de la psychanalyse de la même manière, tout le monde ne se réfère pas de la même manière à la psychanalyse. C'est pas la même chose de dire qu'on est très porté sur Mélanie Klein ou sur Lacan ou sur des psychanalystes américains. Et puis, la deuxième question, et puis après on passera à autre chose, mais la deuxième question, c'est est-ce que tu t'inspires d'autre chose que la psychanalyse? Ou jamais, Oui. voilà. Alors, Il y les a auteurs quelques qui auteurs m'ont... qui puissent se C'est citer, drôle. parce que psychanalyse, pour moi, c'est quand même un terme un peu générique, et moi, j'ai besoin de rencontrer 5 minutes les gens avant de me dire qui j'ai en face de moi, quoi, tu vois. Alors, moi, j'ai été, et je reste une passionnée de Françoise Dolto. D'accord?
Alors, elle est, et comme toujours, à recontextualiser dans Oui, son siècle, dans son époque. Ne sortons pas les gens, c'est comme quand on parle de Freud aujourd'hui, dans l'actuel, et qu'on dit il a dit ça, mais il a ça fait plus de 100 ans, quoi, cette oui, histoire. oui. Donc, recontextualisons-le. Ça, Donc, c'est pour. voilà. Oui, et puis Maud Manonir, enfin, des femmes formidables qui sont allées, Winnicott, bien sûr, voilà, ça c'est pour les anciens, très anciens. Et puis, j'ai rencontré, alors c'est drôle parce que les gens qui me viennent ne sont pas des auteurs très connus, mais c'est des auteurs très actuels avec qui je travaille et pour qui Ouais, en tout cas, ce n'est pas de l'admiration, mais en tout cas une vraie reconnaissance du travail de psychanalyste parce qu'ils sont dans leur relation comme on peut être aujourd'hui dans la psychanalyse, ce qui me semble être d'actualité, quoi. Et c'est des Catherine Dupuis, Marie-Claude de Fontaine-Gâteau, enfin, des gens comme ça, d'accord. avec qui en plus j'ai eu la chance de travailler. Donc voilà, c'est ces noms-là qui me viennent. C'est D'accord. vraiment des gens de l'actuel. En dehors de la psychanalyse, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont en 30 ans un peu inspiré ou pas, finalement? Ben oui, parce que pendant très longtemps, j'ai eu envie d'aller voir du côté de l'hypnose. J'étais déjà étudiante que ça me titillait, du coup j'y suis allée. Et puis encore une chance, j'ai fait des belles rencontres. Donc, Antoine Bioy, pour ne pas le citer. Donc j'ai suivi tout le cursus, hein, les 3 cycles. Ça m'a vraiment très intéressée, mais je n'ai quasiment jamais pratiqué l'hypnose. D'abord parce que c'est finalement pas mon outil. J'ai pas besoin de. L'hypnose, c'est en soi, et l'hypnothérapie notamment, c'est en soi un outil psychothérapique. Et moi, j'en ai déjà un. Donc, je ne l'ai pas substitué, ça ne m'intéressait pas. Tu le Par conçois contre, comme un outil qui n'allait pas de soi pour toi, quoi. Parce qu'on peut ne pas le concevoir simplement comme un outil, mais en tout cas, ça t'a peut-être inspiré ou donné des idées, mais ça te vient pas naturellement, quoi. non. Et puis, mais par contre, aujourd'hui, j'entends le sensoriel et la clinique du corps de ce côté-là aussi. Oui, et la psychanalyse, ça me fait penser à, je crois que c'est Nathalie Dumais, c'est ça, qui parle un peu du sensoriel en psychanalyse aussi. Ouais. C'est intéressant de remettre la question du corps qu'on oublie parfois quand on intellectualise trop les choses. Oui, alors tu vois, alors peut-être parce que c'est peut-être finalement pour ça qu'on s'entend bien, c'est que les psychanalystes avec lesquels je travaille ou que je lis sont très très intéressés et très inspirés, enfin inspirés au sens de la réflexion clinique et psy, de la clinique du corps. Et du coup, le corps et le sensoriel plus que le corps, hein, on peut aussi parler de sensorialité, est très intégré à leur écoute et au travail psy. Hmm. Voilà, on n'est pas que dans une espèce de truc éthéré ou dans un clivage psyché-soma qui est complètement qui n'a Ouais. pas de sens, hein. D'accord. Je pourrais quand même ajouter que cet exercice qui est le mien, hein, il est probablement de plus en plus difficile D'abord, mon exercice aujourd'hui, il est différent selon que je travaille à l'hôpital ou selon que je travaille en libéral. Mhm. C'est pas la même chose. Je crois qu'aussi, on a besoin d'abord, je ne suis pas psychanalyste, je travaille en psychothérapie d'orientation psychanalytique, mais à l'hôpital, je suis psychologue Ouais. et je fais un travail de psychologue. Et Hmm. je travaille partout, par contre, avec cet outil augmenté en général. Mais Hmm. je pourrais quand même ajouter que cet exercice, il est probablement, en tout cas pour moi, de plus en plus difficile à tenir, non pas du fait de l'absence de lieu, d'espace ou de professionnels pour le pratiquer, mais du fait de manque de moyens criants. Ah. Alors c'est intéressant parce que je vois que tu trépignes d'impatience, donc on va aller partir un peu sur la question de la profession parce que je pense que tu vas parler un peu de ça là. Alors avant, c'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui de travailler à l'hôpital si tu ne peux pas orienter en libéral, si tu ne peux pas orienter en CMP, si tu ne peux pas Vos assurer. CMP, ils sont libres chez vous là, dans votre région? Ils sont libres, ça veut dire quoi libre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas les 6 mois d'attente ou un an d'attente qui est en région C'est parisienne? ça. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, Ok. oui. Quand il n'y a pas, en plus, maintenant, il y a des CMP qui disent nous ne prenons que les Voilà, cas psychiatriques graves, décompensés, ou voilà, quand il n'y a pas en plus un entonnoir terrible. Donc ça devient compliqué pour travailler maintenant. ouais, ouais. Voilà. Donc c'est bien d'avoir son propre exercice à l'hôpital, mais moi je ne travaille pas toute seule, je travaille forcément en lien. Et Ouais. travailler en lien avec
des collègues qui n'ont plus les moyens de bosser non plus, ça devient vraiment Et difficile. puis, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de psy en libéral. Il faut payer. Il y a des gens qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas anticipé le paiement de quelque chose par la suite. Et en même temps, il y a de moins en moins, voilà, moins en moins de psychologues à l'hôpital, peut-être de plus en plus en libéral. Donc ça modifie un peu les choses, ça devient un peu compliqué, je trouve. Ça se vide à certains endroits et pas à d'autres, quoi. Oui, alors là Avec aussi, la on question, anticipe avec peut-être. la question des centres douleurs qui, à l'époque, pour moi, il y avait une question qui se posait, c'est on était amené à se redire qu'on était un lieu d'accueil, d'évaluation, d'accompagnement temporaire et qu'on était censé rediriger, parce que dans certains endroits, ça devenait de la thérapie pendant des années. Et on était très embarrassés. La façon pour certains de répondre à la question, c'était de dire il n'y a personne avec qui on peut travailler à l'extérieur. Donc ça tournait un peu en boucle ce truc-là, au point de se demander quelle était l'identité parfois du service, si on était un centre de psychothérapie un peu déguisé d'une certaine manière. Et donc ça reprend ces questions-là, je trouve. Ouais. Oui, oui. Alors, on a fait une petite étude, je ne sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. On est obligé de suivre à peu près 30% des patients qu'on voit. Et les suivre, ce n'est pas les suivre une fois par semaine, hein. C'est les suivre une fois par mois quand c'est au mieux. Voilà. Mm. Parce qu'effectivement, le relais en libéral, parce que d'abord, à l'hôpital, on fait face à la grande précarité, ça c'est une réalité, hein. Aujourd'hui, on a aussi ça à prendre en compte, parce qu'une partie des problématiques qui nous arrivent, elles sont sociales, deuxièmement, et puis troisièmement, parce qu'effectivement, aller en relais à l'extérieur, c'est pas possible, quoi. Ouais. Soit pour une question de transfert, et ça, mais ça aussi, ça se travaille, soit parce que financièrement, c'est pas possible. Ouais, exactement. Voilà, et puis après, il y a des incompréhensions, elles sont un petit peu moins présentes. C'est-à-dire qu'on adresse au CMP, je vais dire ça plutôt, puis le CMP dit bah non, c'est de la douleur, c'est pas de la psy. Hop, il nous le renvoie, une espèce d'aller-retour ping-pong comme ça qui est un peu curieux. Mais quand on se parle, ça va mieux, hein. Travailler son réseau, quoi. Encore une Ben fois, oui, bien sûr. si on n'est pas sur les mêmes idées, c'est un peu compliqué. Le diagnostic ou l'évaluation ou l'idée, la représentation qu'on a, si on ne l'a pas travaillé ensemble, on n'a plus du tout les mêmes réponses et on ne se comprend plus, quoi. Mm. Voilà, il Et faut se parler. est-ce que, donc je t'amène tout doucement vers la profession, parce que je me dis que ça va être un éclairage pertinent, intéressant. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue en 2020 en France? Et puis, petite parenthèse aussi que j'aime bien, qu'est-ce que tu penses du titre de psychothérapeute? Alors, tu commences par ce que tu veux. Euh, Alors, c'est une question qui m'a fait réfléchir, hein, beaucoup. Tu me l'avais posée un petit peu avant, donc faut que je dise que j'y ai J'ai réfléchi parce lancé la que machine en avance. il est difficile pour moi d'évoquer la profession psychologue sans revenir sur l'histoire, c'est-à-dire d'où vient-on. Et je vous renvoie vraiment à deux éléments, deux personnes qui aident à la réflexion. D'abord, un article hyper intéressant qui s'appelle « Une profession balkanisée, les psychologues face à l'État en France » de Thomas Ljubianic, je crois, qui est sociologue. Et puis, à ces conférences et à l'ouvrage de Françoise Parot que tu relayes souvent. Hein, alors, même si c'est pareil, il faut le recontextualiser. J'ai vu une conférence d'il y a 20 ans, faudrait la recontextualiser aujourd'hui, mais la réflexion de fond reste intéressante. Oui, sur Ensuite, les conditions de la survie du métier de psychologue. La conférence que oui, pardon. Ouais. C'est quand même curieux parce que je ne sais même pas si à recontextualiser, parce que quand je l'ai réécoutée, pour moi, elle est à peu près valable. Voilà, on est toujours à la même difficulté. Mais bon. oui, mais je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans les clivages internes à notre profession, ou en tout cas au référentiel. Je pense que c'est stérile. Alors, C'est dis-nous, oui, dis-nous, mais parce que justement, ça, c'est malheureusement, il y a des moteurs pour moi qui sont toujours bien actifs et qui ont du mal à s'arrêter. bah, Voilà. peut-être on reprend l'histoire et après, puisque Vas-y. ça va arriver sur cette réflexion-là. C'est quand même curieux, notre métier concerne l'histoire, il concerne l'historisation du sujet. C'est un exercice, et pourtant, c'est un exercice que nous sommes absolument dans l'incapacité de faire concernant notre profession. On est complètement coupé de notre histoire. Mais finalement, on en est où au regard de cette histoire qui est la nôtre? Eh ben, pour moi, exactement au même point que quand on a créé la licence en psychologie en 1947, c'est Daniel Lagache. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues dans toutes les administrations et aujourd'hui, on ajoute le libéral.
Ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont contribué au développement de cette profession, ce ne sont pas les psychologues. Ce sont les pouvoirs publics qui ont contribué au développement de cette profession et qui ont consolidé chacun dans leur ministère le statut de psychologue avec leurs avantages, leur statut. Voilà. Et puis, il y a en 69 Anzieux, donc vraiment, c'est un nom qu'on connaît bien. Il avait déjà créé, c'est lui qui a créé le DES, en fait, enfin, qui a créé ce qui est devenu le DES. Et avec une formation, il avait demandé à l'époque déjà une formation en 6 ans. C'est déjà ce qu'on demande aujourd'hui pour certains, 6 ans, et pour d'autres, le doctorat d'exercice. Bon, c'est quand même curieux cette histoire-là. Ça veut dire qu'il y a des mouvements externes contre l'organisation de la profession, qu'il y a des mouvements internes contre, qui entravent l'organisation de la profession. Et dans les mouvements externes, il y a quoi? Le contexte politique et religieux. En 1947, on a très peur, la presse communiste se déchaîne contre les techniques psychologiques, l'Église catholique. Aujourd'hui, le pape fait une allocution en disant qu'il faut faire très attention. Absolument. Puis je ne sais plus combien, il faut faire très attention à l'action psychologique et qu'en gros, il pose la question de l'emprise ou de la manipulation. Et aujourd'hui, on a quoi? Une espèce de développement du bien-être de pseudo-praticiens en tout genre qui vient nous dire en 3 séances comment dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment être dans des impositions parfois extrêmement délétères. Avant, on avait la médecine et ses médecins, c'était l'ordre des médecins en 52, en 70, en 47 aussi, avec une crainte de la réglementation de la profession des psychologues, qui vont défendre l'idée d'un statut de psychologue placé sous la tutelle médicale comme auxiliaires médicaux. Ça nous parle là en ce moment. Je trouve que ça, c'est 47, 52, 70. Mais je me demande si on n'a pas des angoisses d'emprise, en fait. Quand même. Et puis, avec l'interdiction à l'accès à la psychothérapie, puisque c'est considéré comme pratique illégale de la médecine. Oui, ça a été le cas à une époque, mais bon, ça ne l'est plus aujourd'hui, quoi. Jusqu'en 70. Et puis l'État, troisième mouvement externe qui entrave l'organisation de la profession, puisque avant, les ministères s'opposent à toute réglementation et s'alignent finalement sur la position de l'ordre des médecins. Et comme l'État n'est pas un bloc homogène, puisque chacun a ses statuts, a ses psys et garde son petit truc, c'est impossible de réunir chacun. Et finalement, le véritable enjeu, d'un point de vue de certains ministères, ce n'est pas la création d'un statut unique pour les psychologues, c'est la renégociation des conditions d'emploi des psychologues dans leurs différents champs d'activité. Ça aussi, c'est pas rien. Et donc, les liens avec l'État, pour nous, semblent davantage être une source de faiblesse pour la profession, prise dans son ensemble. Parce que chaque groupe est finalement doté d'un statut sur mesure. Et dans les mouvements internes, il y a 2 groupes toujours d'actualité. Avant, c'était les psychotechniciens et les cliniciens. Aujourd'hui, c'est les différents référentiels et en général s'opposent TCC et psychodynamique. Mais ça aussi, ce sont des querelles complètement stériles. Elles ne font que nous empêcher de penser ensemble. À mon avis, un deuxième élément dans les mouvements internes qui entravent la profession, c'est la défense du titre unique. Le titre unique qui sortait la profession des différentes catégorisations retrouvées dans les ministères, mais malheureusement, il nous a enfermés dans une impossibilité à nous différencier au sein même de la profession. Ce qui aujourd'hui est un grand problème, il me semble, parce qu'il y a une absence de lisibilité sur les diplômes, notamment pour les recruteurs et les professionnels d'autres disciplines. Un psychologue, c'est un psychologue. Tout le monde ne s'y retrouve pas, y compris dans les psychologues. Au fur et à mesure de l'interview, tu entendras ce truc-là. Certains qui ne sont pas cliniciens ont du mal parfois à se retrouver là-dedans. Regardons la liste des masters. Enfin, j'ai refait l'exercice dans une réunion précédente pour un autre sujet. Mais c'est foufou, hein? Oui, c'est foufou, comme tu peux dire. Ça veut dire qu'on peut embaucher aujourd'hui n'importe quel psychologue sur n'importe quel poste. Moi, j'ai même des étudiants qui m'ont dit je vais choisir. Et les enseignants aussi, Véronique. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais une prof de social qui enseigne la clinique, ça, je l'ai eu aussi. Hein. Voilà. Alors, et des étudiants, moi, j'en ai eu un, j'en ai pas eu 15 000, mais j'en ai eu un. Et visiblement, cette
façon de penser n'était pas exclusive à cette personne, en disant mais je vais finalement faire un master de psychologie sociale, c'est plus facile que psychopatho, puis après je pourrais avoir le poste que je veux. Étant donné que n'importe qui peut faire ce qu'il veut, entre guillemets, tu es neuropsychologue, tu fais de la thérapie, ok. Moi, je fais pas de neuropsy, mais si je veux faire des tests demain, je les fais. Donc voilà. Ben voilà. Et c'est ça un petit peu la défense du titre unique qui a brouillé un peu le champ finalement. Parce que si titre unique il y a, parce que effectivement on est tous psychologues, mais spécialisation il y a aussi. Est-ce qu'on demanderait à un médecin généraliste d'opérer d'un cancer du foie? Non, on peut pas demander à un psychiatre de faire une consultation ophtalmo non plus, c'est sûr. Ben voilà, ça nous paraît évident quand on prend ces analogies-là, et pourtant, pour les psys, ça l'est pas. Est-ce C'est que pas c'est l'ordre des médecins qui a permis ça? Moi, j'en suis pas sûr, moi. Je me dis pas que… Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais ça, c'est pas l'ordre des médecins, je On crois est pas. d'accord. Oui, oui, non, mais… La défense du titre unique, c'est pas les médecins, hein, c'est la profession. Hein. Voilà, c'est la profession. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tous partie de la même profession de psychologue, mais on ne fait pas tous le même métier. Et puis, il y a une dernière, à mon avis, un dernier élément qui entrave l'organisation interne, hein, qui entrave l'organisation de notre profession, c'est cette alliance éphémère qu'il y a eu autour du titre unique de psychologue et de la loi 85. Cette entente, elle était éphémère et donc elle a bien rendu compte de l'unité de façade et donc de l'impossibilité de s'entendre sur le fond. Et donc, le décret de 85, enfin, la loi de 85, le décret de 92, finalement, se limite à énoncer que l'usage professionnel du titre est réservé aux titulaires d'un diplôme, enfin tout ça, vous savez. Mais jamais on ne définit un champ de pratique faisant l'objet de ce monopole. Et on ne définit pas grand-chose. Hein. Pour le titre de psychothérapeute, on ne définit pas ce que c'est qu'une psychothérapie, et puis point barre, quoi. Alors, notre absence de définition d'un champ de pratique nous est extrêmement dommageable, il me semble, aujourd'hui, et on est toujours dans les mêmes enjeux que dans les années 50. C'est toujours d'actualité. Ben voilà, la psychologie française est marquée par le poids de l'État dans l'organisation de la profession, alors que c'est différent ailleurs. Et le fait que tu interroges, là, que tu interviewes des gens d'autres pays, c'est vraiment intéressant. Ça nous montre que l'organisation, elle peut être bien différente. Et finalement, pour qu'une profession… à chaque fois, on me ressort l'argument que toi, tu n'utilises pas de la même manière. C'est oui, mais Maximilien, c'est bien mignon, mais on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, donc nous, on ne peut pas. Et eux, c'est plus facile. Et c'est pas comparable. Et bonne journée, au revoir. Voilà ce que certains peuvent me dire en prenant leurs lunettes d'intellectuel et en me disant oui, mais l'histoire, il faut la connaître et encore plus profondément, et la société, le contexte, et donc on ne peut pas. Voilà. Ben moi, je ne sais pas si Et on on peut me pas. renvoie à des lectures. Va lire un petit peu, jeune homme. Alors, parfois, on a 25 ans quand on me dit ça ou on en a 60. À n'importe quel âge, on me dit va lire, va lire, va lire, va lire. Continue à lire et tu comprendras pourquoi c'est impossible. Bon. Oui, ça nous ramène à une très grande passivité, finalement, qui est quasi structurelle à la profession. Voilà, je ne sais pas. Je le dis un petit peu de manière un peu provocante. C'est un peu provocant, hein, ce que je dis là, évidemment, mais parce que c'est pas vrai. Réellement, c'est pas vrai. Mais on est tellement aux prises avec ces enjeux-là depuis 70 ans que ça nous met dans une espèce de passivité dans laquelle on ne voit pas d'issue. J'ai une idée qui m'est venue en t'écoutant, parce que ce rapprochement, j'y ai réfléchi cette semaine un instant. Il y a eu, à un moment donné, on a poursuivi, notamment la première fois, c'était une femme psychologue pour exercice illégal de la médecine, c'était à Paris, je crois. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Je me suis demandé, alors c'est pas anti-psychanalytique du tout, mais je me suis demandé si les psychanalystes n'étaient pas plus sensibles à ça, parce que ça rappelle évidemment la question de Freud qui dit qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour être psychanalyste, que ça n'est pas réservé à la médecine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? On sait que la psychologie française s'est développée avec la question de la psychanalyse aussi à côté d'elle. Est-ce que ça n'a pas potentialisé la résistance de certains psychologues qui sont préférentiellement psychanalystes, en ayant peur que finalement on réserve à la psychologie le même sort qu'on aurait pu réserver à la psychanalyse il fut un temps? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, très bien, mais tu as raison en fait, parce que la psychologie clinique, elle s'est appuyée sur la psychanalyse, sur l'émergence de la psychanalyse. Donc en fait, à un moment donné, c'est venu s'agglomérer de l'un à l'autre. Ouais. Et oui, oui, la querelle de départ,
dans l'article La profession balkanisée de Thomas Lebianic, il l'explique très bien, cette émergence comme ça. Et il montre très très bien la progression chronologique et comment s'installent les querelles. Donc je vous renvoie vraiment à cet article, c'est beaucoup mieux dit que je ne l'ai fait là en résumé. Et ça donne des clés de compréhension de ce qui se passe. Mais ça, c'est les querelles internes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas réfléchir ensemble à qui nous sommes, hein, et ce que nous faisons et comment nous y allons? Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté pour certains de ne pas vouloir faire famille. Comme si faire famille, c'était être comme l'autre, c'était devoir se soumettre à la volonté de l'autre. Alors après, je me dis qu'en plus, on est français et que j'ai l'impression que c'est d'autant plus compliqué de vouloir, entre guillemets, trouver une solution. Et c'est très compliqué culturellement chez nous, en fait. Parce que, en fait, moi, ce qui m'embarrasse, pour tout te dire, c'est que ce que tu nous dis, je pense qu'on pourra le développer pendant un long moment. Je pense même qu'on pourrait écrire des livres là-dessus, qu'on pourrait faire de magnifiques conférences. Ça pose la question, j'ai l'impression, pour moi, je fais un parallèle hasardeux peut-être, mais comme en psychothérapie, il ne suffit pas de savoir pourquoi ça ne va pas pour que ça change, pour que ça se transforme, pour que ça aille mieux. Et je suis embarrassé de voir parfois certains collègues qui ont une vision un peu archéologique et qui veulent à chaque fois expliquer, expliquer, expliquer. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et j'ai envie de dire, bah, c'est bien. Donc, on va continuer finalement à rester les mêmes, c'est-à-dire à trouver cet équilibre dans l'économie psychique ou dans l'homéostasie du système, on appellera ça comme on veut. Mais il y a quand même quelque chose, parce que après, on pourrait me dire que je suis trop pragmatique ou à vouloir faire changer les choses. Mais je me dis qu'au bout de 35 ans au moins, on peut quand même observer que, a priori, dans un mois, les psychologues seront toujours dans les mêmes difficultés. Et que ça fait 15-20 ans que j'entends les mêmes. Et que quand je discute avec des plus âgés, ils me disent que ça fait 30-40 ans qu'ils entendent la même chose. Et on est dans un truc comme ça où j'en arrive à me dire, à imaginer la profession comme un patient qui finalement est un peu, n'arrive plus à toucher terre et continue malheureusement à patiner. Euh, et comme on le dit justement, c'est quand même des psychologues, donc c'est encore plus drôle ou encore plus agaçant, quoi. Mais oui, l'historisation, il ne suffit pas. Mhm. Alors comment ça se fait qu'on en arrive là, ou qu'en tout cas pas qu'on en arrive là, mais qu'aujourd'hui on ne décolle pas? Ben moi, je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai des hypothèses, mais j'ai sûrement pas de Ah, réponse. des hypothèses, oui, mais j'attends pas un cours avec des vérités absolues, mais c'est quoi tes idées, tes hypothèses, ce serait quoi alors? Et moi, je pense que déjà, quand on n'enseigne pas l'histoire, quand on n'enseigne pas d'où on vient, on se On est coupe d'une victime. partie de soi. Et voilà. Et je suis surprise. Hier, j'étais dans un groupe de réunion avec des psys et je leur dis, mais des psys qui sont en exercice depuis une dizaine d'années, je dis, mais on ne vous a pas appris ça? Enfin, à la fac, vous n'avez pas vu ça? Ah non. Et donc, ça concernait l'histoire de la profession, ça concernait le statut des psys, ça concernait. Enfin, et ça me surprend, par exemple. Bon, Ça alors, me surprend vraiment. Véronique, Et je je me vais, dis, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi on eh ben, n'enseigne pas ça à eh la ben, fac? moi, je vais mettre les pieds dedans alors, Véronique, donc je ne te tiens pas pour responsable, mais alors j'ai envie de dire, mais alors, qu'est-ce qu'a foutu l'université pendant 30 ans à ne pas vouloir expliquer aux professionnels d'où ils sortent et quels ont été les enjeux de leur profession? Comment D'abord, je pense que on ce fait? n'est pas toutes les universités. Je n'ai pas dit que c'était tout, hein, mais je me dis que finalement, ça devrait être une obligation. Et il me semble, je n'ai pas regardé tous les programmes, hein, mais un module sur l'histoire de la psychologie, je pense que c'est ce qu'on retrouve à peu près partout dans toutes les facs, au moins en première année. Peut-être qu'on devrait mettre ça plutôt en troisième, quatrième année, j'en sais rien, quand une identité commence à se former. Et voilà, je me pose cette question. Comment ça se fait qu'il n'y aurait pas eu de transmission par l'université qui quand même forme un peu les esprits au départ, quoi. Moi, c'est drôle parce que je n'y avais pas pensé avant, mais j'y pense maintenant. Je pense qu'on ne nous a pas appris à nous intégrer dans le monde professionnel dans lequel on travaille, en Bah, dehors de celui de notre profession. pas de compétences en droit souvent. Les médecins sortent, ils sont beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Et puis, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais étudiant, on s'était fait la réflexion qu'on ne nous avait jamais parlé du code de déontologie et qu'on ne l'avait jamais lu, qu'on ne l'avait jamais analysé ne serait-ce que 30 minutes avec un prof.
et que finalement, la plupart des gens autour de moi ne l'avaient jamais lu. Point barre. C'est drôle parce que c'est mon cours à Paris 8, hein. Je fais Ouais, déontologie éthique. ouais. Euh, Pourtant, j'ai fait et, plusieurs universités, hein. et, Mon histoire a fait que je suis allé à l'étranger, je suis revenu, je suis allé ailleurs. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait une thèse dans une autre fac et finalement, j'ai jamais eu à lire ce foutu code. Je l'ai lu personnellement en licence parce que je voulais savoir, mais je savais même pas finalement quelle place et quel sens ça avait pour les enseignants face à moi, puisque on n'y faisait pas vraiment référence, personne ne le connaissait, quoi. Enfin, personne ne et, pouvait le citer, je veux dire, en exemple pendant les cours, quoi. Et ça faisait pas partie du corps de la profession. On aurait dû non pas l'avoir forcément en table de chevet, mais il y avait, pour moi, il y a quelque chose qui suivait pas, quoi, qui n'était pas dans l'identité, qui n'était pas une référence. On s'y appuyait pas régulièrement à l'université. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, mais en fait, dans mes cours, finalement, je ne fais que de la clinique. Mhm. On ne part que de situations cliniques et on dégage la question éthique et la question déontologique parce qu'il y en a toujours une, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de montrer aussi, enfin de toucher du doigt quand on est étudiant en M2, c'est un cours de M2, hein, de toucher du doigt combien toutes ces questions, elles sont présentes tout le temps, Ouais. dans tous les entretiens cliniques qu'on peut avoir et dans toutes les C'est situations une cliniques. volonté individuelle que tu as. Et c'est ça qui m'interroge. Alors, je ne veux pas forcer les enseignants à s'intéresser peut-être à ce qui ne s'intéresse pas, mais toi, tu as cette volonté de faire référence au code. Mais si en fait, on n'a pas envie dans une UFR d'en parler, ben, on n'en parlera jamais. Mais parce que, au code, oui, mais parce que voilà, le cours, mais parce que pour moi, c'est ça la supervision. C'est toujours une question de cadre et de positionnement dans ce cadre. Comment je le pense, comment je l'installe, qu'est-ce qui se passe dans la relation avec le patient. Tout ça, c'est éthique et déontologique Mais, aussi. mais je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ça n'a pas été un réflexe à l'université? Tu Je comprends? ne sais pas, ben, je n'ai pas cette réponse. Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'on ne nous a pas appris à nous situer dans le contexte d'un professionnel dans lequel on a travaillé. Donc, Pas dans la réalité. de droit, pas dans une réalité. On nous a appris, par contre, à développer un surmoi professionnel très puissant. Hein. Par exemple, on n'a pas le droit de faire de diagnostic, mais en même temps, comment on travaille sans faire de diagnostic? Ouais, ça, c'est une question que je sais pas, je ne peux pas faire sans. On nous a appris que nous étions cadres, mais avec un salaire de misère sur des postes morcelés avec multiples employeurs en nous demandant la lune pour 20% quoi, de travail. On nous a appris que l'on ne rapportait rien. On nous a appris qu'après 5 ans d'études minimum en psychologie, psychopathologie, on pouvait aller voir les gens qui pleurent. Quand même, on nous a appris ça. On nous a appris que pendant la crise sanitaire, où la mobilisation des psys, quoi qu'on en pense, n'a pas failli, et que des infirmiers, des gendarmes pouvaient faire le même travail que nous au téléphone. Bref, on nous a appris à surtout ne pas développer le narcissisme professionnel et à inhiber toute tentative d'opposition. C'est donc, il est temps de désapprendre. Je le dis de manière un peu frontale comme ça et un peu provocante, mais il est temps, il est temps. Et ce que je pense des psychothérapeutes français, pour finir sur ta deuxième question, c'est, je pense qu'il faut revoir la formation des psychothérapeutes. Pour ma part, j'ai une vraie, mais là encore, c'est un avis personnel, j'ai une vraie incompréhension à la formation de psychothérapeute, puisque nous continuons d'opposer psy et psychothérapeute et que les formations sont très différentes, que l'on soit psychologue, psychothérapeute ou psychothérapeute. Fonction C'est et déjà le métier. signe d'un Fonction et truc qui cloche. Les fonctions et métiers, ce n'est pas la même chose. Mais tu sais bien aussi, comme l'ARS a dit à tous les psychologues qui avaient le stage minimum, qu'on leur donnait aussi cette attribution. Mais c'est quand même une question qui a été digérée d'une manière voilà, critiquable, mais pas par les psychologues, quoi. Encore une fois, quoi. Mais pour moi, c'est déjà le signe d'un truc qui cloche parce qu'il faut, Un peu, et ouais. qu'il faut revoir le système parce que c'est tenter de légitimer et de légiférer un système bancal. C'est-à-dire, on ne légifère pas et on ne statue pas sur le champ des pratiques du psychologue et on va le faire sur quelqu'un d'autre, sur le psychothérapeute. Mais bon sang, enfin. C'est-à-dire que les psychologues sont des gros feignants et qui préfèrent remettre un peu d'enduit sur le mur plutôt que de le remettre en place. Non, non, je pense que c'est. Voilà, pour moi, on rentre à nouveau dans les mouvements externes qui entravent l'organisation de la profession. C'est-à-dire qu'en étant excité à l'idée de devoir survivre par rapport à un contexte temporaire, on ne peut pas se poser la question de qu'est-ce qui nous arrive. On préfère, comment dire, faire du bricolage sans se poser 30 secondes. C'est ça aussi? Les psychologues sont-ils des chiens fous alors? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas, mais
tu vois, il y a quelque chose, enfin, à un moment donné, moi, j'aime bien quand la Véronique que j'ai en face de moi est en train un petit peu de prendre position par rapport à ça. Ce qui m'embarrasse, c'est qu'on est tous finalement, et je me rends compte au fur et à mesure des interviews, et ça commence à m'agacer sérieusement, c'est qu'on est tous à peu près d'accord aux gens que j'ai tendu le micro. Et je tends le micro à des gens d'un peu partout, il y a des gens que je connais même pas. Tout le monde en a un petit peu marre. Mais comment, à un moment donné, on va acter quelque chose qui a une cohérence? Tu vois, on serait à peu près 60 000 psys. Les statistiques, on n'en a jamais, comme en France, on n'a jamais de stats sur rien du tout. Moi, je pars du principe que la majorité des psychologues sont au courant de rien par rapport à tout ça et ne veulent plus se poser des questions. Ils en ont marre, ça les fatigue. Ils ne veulent pas savoir. Et donc, comment on va bouger ce mouvement-là? D'où ma question qui arrive au bout d'un moment, souvent auprès des gens que j'interviewe. Si tu avais le pouvoir de refoutre par terre ce système-là, comment tu reconstruirais et qu'est-ce que tu retirerais? Eh ben, c'est drôle parce que je m'étais dit, tiens, tu poses des questions sur la profession, sur le team, sur le psychothérapeute, tu poses pas des professions sur que penses-tu de la psychologie aujourd'hui? Mhm. Ben, je crois qu'il faut se la poser également. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de promouvoir une psychologie, parce que c'est une réponse un petit peu de bien, mais j'y reviendrai. Non, Il ne s'agit pas de promouvoir une psychologie adaptable, performative, pratique, pragmatique, centrée sur l'efficacité. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En corrigeant des copies de M2, toujours cette année, j'ai même été surprise de lire combien on pouvait découper le sujet en symptômes sans plus se préoccuper de le reconsidérer dans son entièreté, dans un contexte social, intrafamilial, professionnel. Et à chaque symptôme, un psy spécialisé dans cette symptomatologie pour traiter cette spécificité sous couvert d'être efficace. Si dans ce découpage, la psychologie s'aligne sur la médecine, qui a découpé ses patients en spécialités d'organes, mais n'arrive plus à en sortir, alors les psychologues deviendront tout aussi prisonniers des mêmes clivages et d'une même vision court-termiste. C'est-à-dire que la psychologie et la psychothérapie doivent-elles se mettre au service d'une hyper-efficacité et d'une hyper-adaptabilité à la société? N'est-il pas légitime d'être angoissé, voire déprimé, lorsque les conditions de travail à l'hôpital, par exemple, continuent tellement à se dégrader? Et ne vise-t-elle pas plutôt à dire quelque chose ne va pas, ne me convient pas? Ne vise-t-il pas plutôt à prendre en compte le sujet, son fonctionnement, tout ça, et la souffrance avec laquelle il est aux prises? Bref, est-ce qu'il s'agit de médicaliser la souffrance? Ouais. Je pense que ça, c'est le socle de la question à laquelle on doit répondre. Et quand on aura répondu à ça, on pourra peut-être revoir l'organisation. À mon avis, voilà la formation. Et puis, donc, c'est déjà un peu en amont qu'il faut il me semble, se reposer ces questions-là. Et puis après, pouvoir se dire finalement que c'est à nous d'organiser notre parcours. Pour moi, il y a un socle commun, c'est sûr, et le socle commun, c'est la LMD, c'est la psychopathologie. Donc, même si 3 ans, je trouve ça un peu court, eh bien, il faut absolument qu'on ait ce socle-là commun tous et avec quand même des formations qui soient proches les unes des autres. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, les cours en disent. J'ai une chose à dire importante. Parce que ton discours, on l'entend souvent de praticiens, mais on peut aussi l'entendre de psychanalystes. Mais c'est important ce que je vais dire, je pense, parce que pour une fois, c'est un contre-exemple pertinent. Et on va dire que ce que tu parles, ce que tu dis par rapport au découpage, on peut l'attribuer plus facilement à des comportementalistes. Aux États-Unis, Je ne suis pas sûre. oui, non, mais je te dis ce qu'on pourrait entendre. Je ne dis pas que c'est le cas. Juste pour dire que la thérapie comportementale et cognitive, elle s'est établie sur un modèle biopsychosocial aux États-Unis. Donc, elle expliquait qu'une analyse fonctionnelle suffisait. Et donc, elle était on va dire, dans une démarche que moi, je vais trouver propre, clinique et sincère et honnête. Et la TCC, aux États-Unis, a dû s'acoquiner avec le DSM, mais ça n'était pas du tout son fonctionnement au départ. Et par la suite, il y a quelques années, la thérapie comportementale et cognitive américaine a dit que s'appuyer sur le DSM, ça ne tenait pas la route. Et l'État américain qui a demandé à ce que les deux fonctionnent ensemble a reconnu que l'utilisation du DSM avait énormément de limitations et que ça n'était pas pertinent. Mais on sait que les rapports entre les laboratoires pharmaceutiques et le DSM ont forcé la TCC à fonctionner de manière inefficace par moment, puisque ça n'a aucun sens, en dehors de la recherche, de faire des diagnostics DSM. Donc j'ai envie de dire, même la TCC
qu'on peut parfois taxer d'être sur le modèle médical, n'est pas bloqué sur le modèle médical à la base, en fait. Et ça, c'est relatif à l'histoire américaine. Et on a une résistance plus européenne qui, pour moi, va dans le sens de ce que tu racontes. Donc oui, malheureusement, maintenant, on court après l'efficacité. On court après un symptôme à arracher, à supprimer le plus vite possible avec des techniques. Donc, on devient de plus en plus psychotechnicien. Et le fait que les psychothérapeutes formés sans une profession de psychologue au départ arrivent tant, c'est parce qu'à un moment donné, on se demande à quoi ça sert la psychologie, quoi. À quoi ça sert? Il Si je faudrait peux répondre à exprimer tes cette problèmes en question. 3 heures, à quoi ça sert d'aller s'ennuyer pendant 10 ans, aller voir quelqu'un d'autre? C'est caricaturalement ce qu'on va pouvoir se dire. Mais d'abord, ça ne dure pas 10 ans. Oui, oui, non, mais Et puis, bon, si on répond à cette question de la psychologie, on pourra répondre à la question de la formation et on pourra répondre à non pas une uniformisation, mais en tout cas un parcours qui soit vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on forme tout le monde au même socle et puis après qu'on propose des psychothérapies et puis enfin, une spécialisation voilà, sur le master et puis qu'après on propose dans un troisième temps qui serait le temps de doctorat d'exercice. Moi j'y crois très fort, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas ne pas passer par cette case. une baguette magique, tu crées un doctorat d'exercice. C'est quoi un doctorat d'exercice alors? Ben, c'est ton socle commun, LMD, ta spécialisation, M2, troisième, enfin 3 ans de doctorat d'exercice. Alors, là, on va me dire, bien sûr, tu t'alignes sur les disciplines médicales. Oui, ben, effectivement, mais peut-être c'est pas mal pensé finalement. Et pendant 3 ans, c'est des stages organisés auprès des praticiens et ils sont formés à la pratique clinique. Voilà, à la réalité du job. Alors, Voilà, avec des stages et puis des passages obligés, une maquette. moi, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que tu trouveras personne qui ne sera pas d'accord avec toi. Maintenant, je vais rester très bête et méchant, comme je sais très bien le faire. Est-ce que l'université française qui n'organise aucun stage, hein, moi, j'ai quand même des demandes, comme tous les psychologues qui sont sur Internet, de jeunes qui me demandent des stages de partout. J'ai encore des étudiants et étudiantes qui ont 14-15 de moyenne qui ne peuvent pas rentrer en Master 1. On leur trouve aucun stage, débrouillez-vous, c'est pas rémunéré, blablabla. Quand tu parles de ça, évidemment, tu me fais penser à ce qui se passe au Québec et tu sais comment ça fonctionne. Mais là-bas, c'est très simple. Comme apparemment à l'école des psychologues praticiens en France, tu rentres et puis on a une liste de stages et tu vas trouver un stage très facilement. Et celui qui est le référent de stage, soit il est enseignant, soit il connaît très bien l'université. Bref, il y a un partenariat assez simple et limpide et clair. Donc, il faut pouvoir te donner les moyens d'accompagner des jeunes dans ce doctorat d'exercice pour pouvoir, entre guillemets, les superviser ou contrôler leur pratique, faire des allers-retours entre l'université et le lieu de formation. Mais on en est super loin en France, il faut quand même être un peu honnête. Ton idée est géniale, mais j'ai envie de dire, il va falloir l'atteindre. Et donc là, il faut que l'université se donne les moyens quand même. On a une enseignante qui enseigne à Bordeaux, qui a été interviewée et qui dit que finalement, pour avoir un peu de pragmatisme et pour former des étudiants sur de la clinique concrète, eh bien, il faut qu'elle propose bénévolement cet espace-là, puisque l'université n'a pas du tout envie de financer ces choses-là et que c'est Bien bien. voilà, nous y On revenons. n'a pas Le de bénévolat. stage. À l'université, on n'a pas de liste de stages, on n'a pas de partenariat. Tu te débrouilles. Et donc, comme je le dis souvent, bah, moi, quand je ramenais des stages, j'avais des enseignants avec des yeux comme ça, parce qu'ils n'étaient même pas au courant que ces lieux-là existaient. Donc, il y a tout à revoir pour moi, d'une certaine manière. Tout ce système-là, il ne tient pas la route. Est-ce que ce ne serait pas du bricolage? Alors, je vais aller jusqu'au bout, là. Est-ce que je vais faire la grande gueule? Est-ce que ce ne serait pas du bricolage que de dire il faut un doctorat d'exercice? Moi, je me dis, peut-être que j'ai tort, qu'il faut revoir tout à un moment donné, quoi. Il faut revoir tout. Tu vois, c'est comme quand des UFR ou des labos de psycho en France veulent proposer des partenariats à l'étranger. Oui, mais avec qui? Il y a pas de cours en anglais. On ne tient pas la route sur le plan méthodologique. On n'a pas fait assez de recherche. Donc c'est bien de faire un partenariat, mais il faut pouvoir accueillir à un moment donné ces chercheurs étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai peur que le doctorat d'exercice, s'il n'est pas concrètement, pragmatiquement organisé, ça soit Ah une ben, usine à gaz ça, ne, française. ça ne peut pas marcher si ça n'est pas organisé.
Et donc, concrètement, je me dis qu'il faut pouvoir, à un moment donné… Mais d'autres arrivent à le faire. Pourquoi ça ne serait Au pas possible Québec, en c'est très bien. psychologie? Il l'a dit clairement, c'est l'ordre des psychologues qui a des attendus par rapport à l'université. Et l'université doit se caler sur ce que dit l'ordre, mais n'ayez pas peur, auditeurs français, l'ordre, il est dirigé par les psychologues. Donc, en fait, tout ça a du sens. Les psychologues attendent quelque chose, l'ordre le valide et demande à l'université d'avoir des standards minimums. Et donc, tout fonctionne harmonieusement. Voilà, la fameuse harmonie québécoise, elle vient du fait que on se donne les moyens pragmatiquement à tous les endroits. Si une UFR de psychologie fait ce qu'elle veut alors que l'autre fait autrement, qu'est-ce que tu veux faire avec ce doctorat d'exercice? Tu vois ce que Quand je veux dire? j'évoquais tout à l'heure le fait que c'était à nous aujourd'hui d'organiser la profession et donc son parcours, c'est un peu à ça que je fais référence. Hein, c'est-à-dire que ça ne marchera qu'à partir du moment où on ne pourra avoir que cette vision d'ensemble. Si c'est une vision d'un tout et non pas d'une partie et non pas du tout, ça ne peut pas fonctionner. Le doctorat d'exercice, il s'installe forcément dans ce tout. Je ne peux pas Oui, répondre autrement à cette question. je me demande s'il n'y aura pas quelque chose à faire en amont. Alors souvent, on parle de l'ordre. Je ne sais pas s'il faut spécialement un ordre, parce que c'est tentant de dire oui, mais bon, une fois qu'on a dit ça, comment on fait, comment ça s'organise, c'est notre question. Mais tu vois, le doctorat d'exercice, est-ce que ce ne serait pas insuffisant? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à revoir en dessous, quoi? Tu vois, les fondations, les bases de la maison, ça me pose question, tu vois. Moi, je Ah, suis mais très angoissé par les tentatives désespérées d'essayer de faire tenir un truc qui pourrait se casser la gueule, tu vois. oui, 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 ben j'entends bien ce que tu évoques. Je, je suis désolée, j'ai une réunion qui doit arriver après, et donc je suis sollicitée. Euh, Aujourd'hui, voilà, on a des petits morceaux partout, et très morcelés, voilà, des morceaux morcelés, des petits coins, des petits bouts comme ça. C'est du brique, ça bricole, mais en même temps, c'est ce qui permet quand même de tenir aujourd'hui. Voilà, ce bricolage. Donc c'est quand même pas rien déjà. Et effectivement, revoir, c'est une tentation de réorganiser la profession. Mais si on réorganise la profession, même qui est un ordre ou pas un ordre, moi non plus, je ne sais pas très bien répondre à cette question. J'ai tendance aujourd'hui à être plus partisane d'un ordre des psychologues, de la profession, parce que je me dis, tiens, notamment quand je regarde ce qui se passe ailleurs, c'est une organisation qui pourrait nous convenir. Non pas mettre de l'ordre dans le chaos, mais avoir une organisation qui pourrait nous convenir. Et qui serait aussi vraiment le point de représentation de la profession et de fait d'échange avec l'administration. Et ça me semble hyper important d'avoir ce lieu-là, cet espace-là, aujourd'hui, pour pouvoir échanger avec l'administration. Parce que si on n'échange pas avec l'administration, ça ne fonctionne pas, nos réorganisations. Mais en même temps, tout revoir, enfin, tout n'est pas à jeter à la poubelle, quoi. Oui, Tout évidemment. n'est pas à jeter à la poubelle. Et donc, Évidemment. Mais c'est comment ça va fonctionner de concert, parce que comme tu le dis très bien, il y a plein de bonnes idées, mais j'ai envie de dire, bah ouais, mais il n'y en a aucune qui peut se mettre en place, ou en plus on les pense contradictoires, et je me dis, ça fait une mosaïque qui en plus, on rêve cette mosaïque, parce qu'il n'y a rien qui est mis en place non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient frustrant avec le temps. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour la profession? Parce que tu as bientôt une réunion. Donc, merci de m'avoir accordé cette petite parenthèse. On a encore quelques minutes ou pas? ouais, on prend. Si on change rien, si on reste comme ça. Et bon, si j'étais un peu mauvaise langue, je te dirais, je ne suis pas sûr que la révolution elle soit pour demain matin, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Comment tu vois la profession dans 10 ans selon toi? Je suis assez pessimiste. Oh, Donc, en fait, je crois qu'il ne faut pas trop me poser la question. d'accord. Donc, je ne l'ai pas Moi, je posé. crois que si on ne s'organise pas, je crois que dans 10 ans, la profession aura disparu des institutions sanitaires, D'accord. peut-être médico-sociales. Je pense que le vrai risque, c'est quand même la politique de la DGOS et de la DGS, en tout cas du ministère de la Santé, c'est quand même de vider les hôpitaux, hein, c'est quand même ça, et de laisser à l'hôpital que les consultations complexes et les actes de chirurgie. Donc, de fait, la proximité ne se passera plus à l'hôpital. Hein, le soin vraiment de proximité ne passera plus à l'hôpital, il se passera en ville. Ce qui est notre difficulté, c'est qu'on a commencé à vider l'hôpital et puis le soin de ville ne suit pas. C'est pour ça qu'on est en déséquilibre en ce moment. Mais
à un moment donné, ça va suivre, la ville va se mettre, va s'aligner, va monter en compétence, comme on dit, et de fait, voilà, on n'aura plus nécessairement besoin de psy à l'hôpital, sauf sur des consultations hyper complexes. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai une vision assez pessimiste de la profession, et donc les psys seront relégués au libéral. Au libéral, on peut faire plein de choses, vraiment des choses vraiment très, très, très intéressantes. Il y Et a si je plus pouvais… corps aussi, par définition. Comment? C'est peut-être plus compliqué d'avoir une sensation d'unité si on est tous dans nos cabinets. Eh bien, je ne sais pas. Mais peut-être que justement, peut-être que si Organiser, finalement on finit tous en libéral, ce sera plus simple. peut-être, peut-être. Voilà, voilà, on sera peut-être tous alignés. Mais bon, pour moi, c'est pas une mauvaise chose qu'on arrive en libéral, parce que vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on peut y faire des grandes choses. Et si je devais recommencer, si j'avais 10 ans de moins, peut-être, j'aurais plus d'audace et j'irais j'organiserais quelque chose autour d'un cabinet, d'un centre de psychothérapie très organisé à plusieurs. Vraiment, j'avais des idées un petit peu précises. Bon, voilà, je ne le fais pas. Maintenant, si le recours payant non accessible à tous et qui laisse penser encore que c'est accessoire, peut-être que ça va être compliqué. Hein. Peut-être que dans le prochain, visiblement, il se profile que dans le prochain PLFFS, on serait remboursé à 22 € la consultation d'1 heure sans possibilité de dépassement et dans un parcours de soins prescrit par le médecin généraliste. Mais Bon, c'est génial parce que ça a été validé en tout cas par écrit, par des regroupements de psychologues qui ont dit OK, on fait l'étude pilote. Donc, oui, il faut quand même que regarder les études anglaises et canadiennes montrent notamment que le médecin généraliste n'adresse pas aux psychologues. Hein. Et puis, c'est d'autant plus présent qu'aujourd'hui, une partie des médecins généralistes se revendiquent de la psychothérapie et voient certains patients c'est toutes les normal. semaines. Ils peuvent avoir leur papier très facilement puisque tout ça a été Voilà. fait par les médecins à la base. On n'avait qu'à y aller en fait. Voilà. Donc, c'est l'écueil du Il faudrait libéral de créer demain. l'exercice illégal de la psychologie. Ah, J'avais fait et un pourquoi petit pas message finalement? en ce sens à un universitaire de Nice, je crois, il y a quelque temps. Mais bon. Ben oui, parce qu'à chaque fois, on dit oui, mais les médecins sont pris avec des phénomènes psychiques et on cite Balint, etc. Mais j'ai envie de dire, à partir de quand il y a un exercice illégal de la psychologie ou du métier de psychologue? Ben voilà. Donc, il y a quelque chose quand même aussi qui se défend pas bien, qui est pas bien clair. Du flou aussi, les médecins viennent, sur le flou, les médecins viennent s'installer d'une certaine manière. On revient à l'histoire. Ben oui. On Et revient on à revient à l'histoire. l'histoire parce que d'une certaine manière, mais c'est mon point de vue, à un moment donné, on n'acte rien, on n'expérimente rien. J'ai l'impression qu'on veut le geste parfait. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je m'inscris. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses formidables, mais par contre qui n'en parlent pas. Et aujourd'hui, si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Et peut-être c'est aussi ça notre difficulté, c'est de nous, pas nécessairement de nous exposer, mais de nous montrer, de nous rendre un peu visibles. C'est passé au Et Québec. C'est ce qu'on m'a dit. Si la personne qui a porté ça n'était pas suffisamment dans la communication, ça n'aurait pas pris. Et le boulot essentiel, il était là, de communiquer avec le grand public, avec le gouvernement, et ne pas simplement avoir les meilleures idées du monde dans une pièce fermée avec ses collègues. Mais sauf que donc, les psychologues n'aiment pas communiquer. C'est pas des commerciaux, ils n'aiment pas ça, ils n'ont rien à prouver. rendons-nous visibles. Bah, ça, c'est. J'ai envie de dire, j'allais te poser une dernière question, mais c'est magnifique, c'est une belle fin là. Bon, c'est pas grave, il faudrait presque que je fasse un montage. Une dernière question peut-être que je vais te poser. Quel conseil, je sais que le terme est pompeux, conseil, quel conseil tu donneras aux futures générations? Pas uniquement des étudiants qui vont se former, mais voilà, on laisse le message de Véronique dans une capsule temporelle. Il revient. Quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce que tu dirais en fait, très simplement aux futures générations? En 1 minute, faites un doctorat, allez en supervision, diagnostiquez, publiez, remettez en question l'enseignement au regard du contexte générationnel dans lequel vous êtes, mais pensez-le et conservez aussi ce que disent ceux qui ont pensé avant vous. Doctorat et supervision restent, il me semble, aujourd'hui les espaces qui vont nous permettre de prendre une réelle autonomie élaborative et formative sur le plan professionnel.
Hmm. D'accord. Bon. Eh ben, fidèlement, j'ai jamais autant parlé sur une interview, mais je sais que tu as le potentiel à pouvoir nous dire des choses qui sont pertinentes. Moi, j'ai vraiment apprécié. On continue à monter un peu en gamme, donc c'est très bien. Et on aura l'occasion, a priori, de pouvoir faire un petit débat sur tout ça, euh, parce que je pense il y a à tendre le micro au psy. Beaucoup ont peur de répondre, beaucoup annulent parce qu'ils ont peur d'être jugés ou d'être jugés par leur père. Je trouve que c'est déjà une bonne démarche qu'on puisse avoir un tête-à-tête public et puis peut-être à un moment donné mettre plusieurs professionnels et voir s'ils peuvent s'entendre ou s'ils ne s'entendent pas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de cette mésentente, quoi. Voilà. Mm. Je te remercie, Véronique. À bientôt, Maximilien. Oui, je te souhaite une bonne réunion et puis une bonne journée. Voilà. Oui, à toi aussi, salut. À bientôt.